Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue aux visiteurs de cette plateforme, donc bienvenue à nos chers élèves. Après avoir vu dans le premier cours une révision générale du programme, maintenant on va commencer par une révision du projet 1 qui est intitulé « Créer un blog touristique sur l'Algérie ». Alors, on va voir comme plan du travail qu'est-ce qu'un blog touristique. Et puis, on va voir de quoi se compose ce projet 1 de 3 séquences. La première intitulée « Bienvenue dans notre région », la deuxième « Gloire à nos ancêtres » et la troisième « Oui à la culture ». Bien, parlons un petit peu de notre projet qui est intitulé « Créer un blog touristique ». Donc, vous êtes appelés en ce premier projet à créer un blog, et un blog touristique, spécialement touristique, sous le titre de l'Algérie, un pays à découvrir. Bien, quel est le but de ce projet? Quel est le but de ce projet? Alors, c'est d'abord, quelle est la définition du blog touristique? On va d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'un blog touristique. C'est un site web. Et c'est un site web personnel sur lequel on s'exprime pour publier des documents, que ce soit des photos, des vidéos, des textes. Tous ces documents-là concernent l'Algérie. Bien sûr, ce blog-là, il va attirer des visiteurs et bien sûr, ils pourront laisser après des commentaires. Bien, quel est le but de ce blog? Alors, quand on crée un blog touristique, bien sûr, il y a le mot touristique, c'est qu'il est destiné aux touristes. Alors, quand les touristes verront ce blog, verront ce site web, on va essayer de les convaincre, de les inciter, de les encourager à venir visiter, à venir découvrir l'Algérie. On insiste à mettre en valeur les charmes de notre pays. La beauté, les charmes, les richesses historiques, les richesses culturelles. Bien, maintenant, quand on fait ce blog-là, on va le créer pour notre collège. C'est un blog qui est destiné pour notre collège sur l'Algérie. Et pour réaliser cette tâche, pour réaliser ce travail, on va passer par 3 séquences. La première séquence, qui est intitulée donc Bienvenue dans notre région, comme le titre indique, on va parler de sa région. Donc notre ville, c'est Saïda, donc on peut parler de Saïda, les lieux qui peuvent attirer les touristes pour venir visiter Saïda. On peut citer par exemple le vieux Saïda, les cascades de Tifrit, les 2 stations thermales qui se trouvent à Saïda, citant Hammam Rabbi et Sidi Issa. C'est des lieux qui peuvent attirer les touristes. Ou on peut, si vous préférez, parler d'une autre région que vous avez visitée et que vous voulez inviter et inciter les touristes à découvrir, ou bien vos camarades à découvrir. Alors là, quand je parle de ma région, je vais décrire ma région. Je vais décrire. Donc, vous avez compris que le texte qu'on va utiliser, c'est le texte descriptif, texte de type descriptif. Alors, pourquoi on utilise le texte descriptif? Dans le but de faire connaître notre région aux étrangers, de faire connaître notre région aux touristes. Bien, les touristes, quand je dis les touristes, donc on évoque le mot tourisme. D'abord, on va parler de tourisme. Que signifie le mot tourisme? Tourisme signifie voyager. Voyager pourquoi? Pour découvrir des lieux qu'on ne connaît pas. L'Algérie, si l'Algérie est une destination de ce voyage, donc dans ce projet-là,
pour un objectif, découvrir l'histoire de l'Algérie. Qu'est-ce qu'on peut découvrir en Algérie? Découvrir le désert. Le désert qui occupe une grande surface de la superficie de l'Algérie. On peut découvrir les plages, la côte algérienne qui mesure 1700, presque 1700 kilomètres. Donc là, tout cela, on va permettre aux visiteurs de mettre en valeur, on va mettre en valeur les richesses de notre pays et il en existe plusieurs lieux. Parmi les supports que vous avez déjà étudiés, il y a la photo qui représente les ruines romaines de Tipaza. C'est un site archéologique. Il existe d'autres lieux comme Tipaza, par exemple Timgad, Djimila, Cherchel. Vous avez vu un autre support aussi, en compréhension de l'écrit, à la découverte de l'Algérie. Dans ce texte-là, pourquoi l'Algérie? Parce que c'est un pays à découvrir pour ses paysages beaux, ses paysages divers. Il y a une diversité de paysages, comme on a cité le désert, les plages, etc. Donc, le type descriptif, pourquoi? Parce que le texte descriptif met en valeur la beauté et la diversité des paysages. Donc, il est décrit des lieux. Décrire pourquoi? Pour convaincre. Pour convaincre. Regardez, j'insiste sur le mot convaincre, pour inciter. Et c'est des questions qui se posent, qui se répètent sur le sujet de votre examen. Pourquoi l'auteur parle de l'Algérie? Pour convaincre, pour inciter à découvrir, pour inciter à visiter. Inciter à découvrir plusieurs lieux. Et ces lieux-là sont classés au patrimoine mondial. Il y a plein de lieux ici en Algérie qui sont classés parmi le patrimoine mondial, je dis bien mondial, de l'humanité. Et pourquoi on a classé là? Ça nous encourage et nous permet de mettre en valeur sa beauté. Et bien sûr, quand je dis mettre en valeur, ça va nous pousser à la nécessité de le protéger. Quand on a des ruines, il faut les protéger, il faut les préserver. Quand on a des lieux historiques, c'est des lieux qui sont classés dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, de l'humanité. Donc, ça nous pousse à mettre en valeur. Donc, quand je parle, je mets en valeur ces lieux-là. Et la finalité, c'est de protéger et de préserver ces lieux-là parce que c'est des lieux qui attirent, qui incitent les visiteurs et les touristes. C'est pour promouvoir le tourisme. Alors, en conclusion, l'auteur, il fait quoi? Il fait une invitation. Le mot invitation à visiter l'Algérie et y découvrir ses paysages féeriques. Maintenant, quand on a un texte de type descriptif, on utilise des outils. Alors, pour écrire un texte, on utilise des adjectifs qualificatifs. Bien sûr, ici, on a dit pour inciter, pour attirer. Et pour attirer, bien sûr, on utilise un adjectif mélioratif. Quand je dis mélioratif, c'est un adjectif qu'on avait déjà parlé au premier cours, si vous vous rappelez. C'est un adjectif qui décrit positivement. C'est des adjectifs qui sont en faveur du thème. Donc, on peut citer comme beau, belle, merveilleux, magnifique. Regardez l'exemple. Regardez le mot en rouge. Le voyage est un merveilleux moyen. Si on enlève le mot merveilleux, je dis le voyage est un moyen. C'est une phrase et elle est juste. Mais si je dis le voyage est un merveilleux moyen, on vient d'ajouter un adjectif et c'est un élément qui vient préciser le mot moyen. Bien. Pourquoi on ajoute le mot moyen, le mot merveilleux, qui est un adjectif, c'est pour préciser et donner une expansion.
donner une expansion de l'ampleur à cette phrase. Il y a un autre outil qui peut être ajouté à cette même phrase, qui est le complément du nom. Alors, les compléments du nom viennent aussi donner une expansion à la phrase. Regardez, cette même phrase, on va lui donner un autre élément. Le voyage est un merveilleux moyen de divertissement. Regardez le mot en rouge, de divertissement, qui commence par de. Et de, c'est quoi? C'est une préposition. Alors, la préposition qui précède le complément du nom. Alors, le complément du nom est toujours précédé d'une préposition. Quelles sont les prépositions? Est-ce qu'il y a seulement deux? Non, il n'y a pas que deux. Il y a de, à, pour, sans, avec. Ça, c'est les plus usuels. C'est des prépositions usuelles, c'est-à-dire qui sont le plus utilisées. Donc là, c'est un élément qui vient être placé toujours après le nom moyen. L'adjectif, il est placé avant et il peut être aussi placé après. Donc, c'est un adjectif épithète. Le nom est placé et suivi d'un complément du nom. Donc, il le complète le nom et il est toujours introduit par une préposition. Et c'est un complément du nom. Pourquoi je dis complément du nom? Parce qu'il complète le nom. Donc, c'est une deuxième expansion du nom. On peut aussi ajouter une autre expansion à ce nom et qui vient aussi préciser ce même nom. Alors, vous voyez, on a précisé le nom par merveilleux, qui est un adjectif épithète. On vient de préciser le nom, toujours moyen, par un complément du nom. Maintenant, on va préciser le nom par une proposition subordonnée relative. Regardez, proposition subordonnée relative. Regardez cette même phrase et on va lui ajouter cet élément. Le voyage est un merveilleux moyen de divertissement qui permet de découvrir d'autres pays. Qui permet de découvrir d'autres pays est une préposition subordonnée relative. Pourquoi je l'appelle relative? D'abord, pourquoi c'est une proposition? Quand est-ce que je dis cet élément ou bien cette partie-là de la phrase est une proposition? Toute proposition contient un verbe. S'il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de proposition. Alors, pourquoi elle est subordonnée relative? Parce qu'elle commence par un pronom relatif. Où est le pronom relatif ici? Qui introduit cette proposition. Donc, cette proposition, quel est le rôle de la proposition relative? Son rôle est d'éviter la répétition. D'éviter la répétition du nom qui est l'antécédent. Où est l'antécédent ici? Moyen. Le mot moyen qui est un nom et qui est l'antécédent. Donc, on vient de donner une troisième expansion qui est une proposition subordonnée relative. Donc, les outils de description utilisés dans le texte descriptif, il y a un adjectif, il y a un complément du nom, il y a une proposition relative qui viennent donner une expansion au nom. Et là, c'est pour enrichir le nom. C'est pour donner plus de précision au nom. Bien, on continue. Avant de passer à la deuxième séquence, en leçon de grammaire, vous avez vu la proposition subordonnée relative. Et en même temps, on va parler de la proposition subordonnée conjonctive. Mais là, on va parler de tout ça dans une leçon séparée et bien détaillée. Donc, on va parler des deux propositions, comment je distingue la proposition subordonnée relative de la proposition subordonnée complétive conjonctive, alors que les deux peuvent être introduites par le même élément qui est le que, dans la première qui est le pronom relatif et dans la deuxième qui est un subordonnant ou bien une conjonction de subordination. Alors, on va voir tout ça en détail. Maintenant, pour la conjugaison. Comme vous le savez ou bien que vous avez déjà vu les années précédentes, dans un texte descriptif, on utilise dans la conjugaison ou bien les verbes sont conjugués à l'imparfait.
aussi au présent de l'indicatif. Mais l'imparfait, c'est un verbe qui est très ou bien souvent utilisé dans un texte descriptif. Alors pour décrire, on utilise l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait est une action du passé, bien sûr, comme vous le savez. Utilisé pas seulement pour décrire, hein, pas seulement pour décrire, utilisé dans d'autres textes. Alors, pour conjuguer un verbe à l'imparfait, tous les verbes ont la même terminaison. Les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe, les verbes du troisième groupe se terminent par la même terminaison. On va citer les déterminaisons. Alors, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Bien sûr, pour les verbes du deuxième groupe, on ajoute les deux S. Il y a quelques verbes qui changent de radical et on pourra voir ça dans une leçon séparée de conjugaison. Bien, à la fin de cette séquence, qui est très importante, cette séquence est très importante car elle permet de connaître les étapes à suivre pour réaliser son projet. Le projet, il faut rappeler du projet, c'est créer un blog. Alors, l'élève sera capable, à la fin de cette séquence, sera capable de choisir le lieu. Donc, il faut, à la fin de cette séquence, vous choisissez un lieu pour décrire. Un lieu de votre région ou bien un lieu choisi de l'Algérie. Et pourquoi? C'est pour promouvoir le tourisme, promouvoir un lieu qui est célèbre, un lieu qui est historique, un lieu archéologique, et d'inciter, d'encourager, de convaincre les visiteurs à venir découvrir et à venir visiter. On passe à la séquence numéro 2, intitulée « Gloire à nos ancêtres ». Alors le but de cette séquence est de mettre en avant, de mettre en valeur et de raconter les révoltes, les combats, le courage des Algériens contre l'occupant français, que ce soit pendant l'occupation ou bien pendant la Révolution. Comme vous savez, l'occupation française en Algérie a duré plus d'un siècle, depuis l'année 1830. Donc, elle a duré plus d'un siècle. Donc, qu'est-ce qu'on essaiera de faire en cette séquence-là? C'est mettre en valeur les héros de l'histoire. Et vous avez vu les héros que vous avez vus en cette séquence, l'émir Abdelkader et Lalla Fatima Soumer, qui sont désignés par leur courage, par leur intelligence face à l'armée française. Donc, vous avez compris que le type utilisé dans cette séquence, voyez le mot raconter, narrer. Qu'est-ce qu'on essaiera de faire dans cette séquence? C'est raconter un événement historique à travers des personnages héroïques. Quand je dis l'émir Abdelkader, c'est un personnage et c'est un héros. On peut dire c'est un héros qui a été même qualifié par les Français comme un héros violent, un héros courageux et intellectuel, pas seulement courageux mais aussi intellectuel et très intelligent parce qu'il avait des tactiques pour faire face à l'armée française. Donc le type utilisé dans cette séquence, c'est le type narratif. Le type narratif, pourquoi? C'est pour comprendre un événement, on utilise un fait, et un fait historique. Je dis bien un fait historique. C'est le récit. Par exemple, le témoignage d'une personne, un moudjahid. Qu'est-ce qu'il fait? Il va nous raconter cet événement. Il va nous faire un récit de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu pendant le colonialisme français. Donc, il va s'appuyer sur son point de vue, sur ses arguments.
Alors, dans le texte narratif, dans la visée est toujours argumentative. Hein, la visée est toujours argumentative. On a changé peut-être de type, c'est le type narratif, là où on va faire un récit, mais la visée ne change pas, c'est toujours le texte de visée argumentative. Le but de l'auteur est quoi? Bien sûr, c'est toujours convaincre. Alors, il va utiliser des procédés. Quels sont ces procédés? Et il y a la définition. Pour la définition, regardez, je vais vous donner un exemple très simple. Une manifestation. Qu'est-ce que c'est qu'une manifestation? Comment je peux définir une manifestation? C'est un rassemblement. C'est là où il y a plusieurs personnes qui se rassemblent pour former un groupe. Ils vont marcher pour manifester. Donc, on appelle ça une manifestation. Qu'est-ce qu'on vient de donner dans cette phrase? On vient de définir le mot manifestation. Si au BEM, on vous pose une question, relevez du texte une définition. Hein? Généralement, la définition est donnée avec le verbe être. Hein? Je dis une manifestation est un rassemblement, ou bien manifestation signifie, ou bien manifestation est un rassemblement, tout simplement. Alors, on peut trouver ça dans le texte et le texte narratif, bien sûr. Le deuxième procédé argumentatif, une explication. Regardez bien la différence entre les deux, entre une définition et une explication. Et il ne faut surtout pas confondre entre les deux. Regardez l'exemple. La lutte armée fut décidée car les droits des Algériens étaient bafoués. Voyez ici, ce n'est pas la même chose. Dans la première, une définition, on a utilisé le verbe être. Hein? Dans la deuxième, ici, la lutte armée fut décidée car, regardez le mot car. Car ici est une conjonction de coordination qui exprime la cause. Et la cause vient donner l'explication, comme on vient d'expliquer dans le premier cours. Alors, il n'y a pas que la cause, il y a aussi la conséquence. Alors, la cause et la conséquence qui sont introduites par ou bien une conjonction de coordination ou bien par un subordonnant qui exprime la cause ou la conséquence. Alors, quand on trouve ces deux éléments, on dit que là, il y a une explication. Car, on peut remplacer car par parce que, comme, puisque, hein, peut-être en changeant la place de la proposition subordonnée de cause. S'il n'y a pas car, on peut trouver donc, hein, si bien que, qui introduisent une conséquence et la conséquence donne une explication. Le troisième procédé, une réfutation. Qu'est-ce que c'est qu'une réfutation? On a déjà parlé de ça. Quand on a une thèse, on a dit une thèse, l'auteur ou bien cherche à défendre une thèse ou bien à réfuter une thèse. Défendre une thèse, il cherche à convaincre les gens à suivre cette thèse. Maintenant, quand on a une thèse à réfuter, regardez bien, suivez avec moi l'exemple. Je m'oppose à certains qui affirment que la femme n'a pas joué un rôle durant la Révolution. Quelle est la thèse ici? Certains affirment que la femme n'a pas joué un rôle durant la Révolution. Ça, c'est la thèse. Maintenant, l'auteur, quelle est sa position par rapport à cette thèse? Est-ce qu'il est d'accord? Non, il n'est pas d'accord. Donc, il réfute cette thèse. Bien sûr, dans le reste de son texte, là, l'auteur, il va essayer de faire quoi? Il va donner des arguments pour dire le contraire de ce qui est donné dans la thèse, pour prouver que la femme a joué un rôle très important durant la Révolution et prouver le contraire de ce qui est dit dans cette thèse. Donc là, on dit quoi? Qu'il y a une réfutation. On peut dire je m'oppose ou bien je suis contre certains qui pensent ainsi. Le quatrième procédé, c'est l'énumération. Regardez comme le mot l'indique,
énumération, on entend le mot numéro ou bien graduation. Les numéros, donc il y a dans la phrase, si on vous demande de relever à partir du texte une énumération, regardez la phrase. À cause de la colonisation, le peuple a faim, virgule, a soif, virgule, dépérit, virgule, lutte, virgule, se révolte. Normalement, ici, il y a 3 points de suspension parce que la phrase n'est pas terminée. Si on veut terminer la phrase, au dernier élément, on dit lutte et se révolte. Pour dire que là, c'est le dernier élément. Bon, ce que vous remarquez ici, qu'il y a des virgules qui séparent les différents mots ici. Alors là, on dit il y a une énumération. Il y a une énumération par graduation. A faim, a soif, dépérit, lutte, se révolte. Donc, comment je reconnais? C'est par les virgules. Le dernier procédé, un exemple. Pour donner un exemple, quand je donne un exemple, j'utilise le mot par exemple, comme, tel, tel que. Regardez l'exemple. Je propose aux touristes de découvrir les villes du Sud, les villes algériennes du Sud, telles que Biskra. Biskra est une ville du Sud, donc on peut citer Niabès ou bien Tindouf. Ça y est, c'est une ville à visiter. Bien. Alors, on vient de voir ici des procédés argumentatifs qui sont beaucoup utilisés dans un texte narratif. Alors, faites attention si vous avez un texte narratif au BEM, attendez-vous à des questions de ce genre. Relevé du texte, une définition, relevé du texte, une explication ou bien une réfutation ou bien une énumération ou bien un exemple. Et on a déjà expliqué comment je peux reconnaître chacun de ces procédés. Maintenant, en grammaire, on a la proposition subordonnée complétive. Donc, comme on avait déjà vu dans la séquence 1, la proposition subordonnée relative, ici c'est la proposition subordonnée complétive qui est ou bien qui s'introduit par que. Et on va voir ça en détail, comment distinguer le que de la proposition subordonnée relative du que de la proposition subordonnée complétive. Et là, les deux se trouvent dans une phrase complexe et les deux sont introduits par que. Donc, on va voir une leçon qui parle de la phrase complexe qui est séparée par le que. Comment je peux faire la distinction entre les deux. Alors, attendez-moi les prochains cours, Inch'Allah. En conjugaison, vous avez vu avec votre professeur, vous avez étudié un autre mode qui est le mode du subjonctif. Alors le mode du subjonctif, c'est selon le verbe de la proposition principale. Le verbe se conjugue au mode subjonctif selon le verbe de la proposition principale, ce qu'exprime le verbe de la principale. Et le mode subjonctif est utilisé pour exprimer une action qui est une action incertaine. Quand on a une action, quand on a un verbe et l'action de ce verbe est une action incertaine, donc on emploie le mode subjonctif. Pour terminer cette séquence, la tâche finale de cette séquence est de quoi? Est de rapporter des événements, et des événements historiques plus spécialement, des événements et des faits qui ont fait la célébrité de l'Algérie, des faits dont on parle comme Algérie, un pays à visiter. Donc l'élève peut se rapprocher pour avoir des informations historiques, peut se rapprocher de son professeur d'histoire pour avoir des données de l'histoire, pour se renseigner sur l'histoire de l'Algérie et pouvoir rédiger un texte narratif historique. On va finir avec la séquence 3, intitulée « Oui à la culture ».
Vous rappelez, dans les séquences précédentes, on a parlé du patrimoine artistique, culturel de l'Algérie. Maintenant, il est aussi important de connaître une autre richesse, à savoir le cinéma algérien. Hein. Le cinéma algérien qui est plus ou moins peu intéressant pour quelques-uns. Hein. Quelques-uns s'intéressent moins à cet art, le septième art, le cinéma. Alors, pour faire connaître aux Algériens et bien sûr aux touristes, pour découvrir cette richesse du patrimoine culturel. Alors, il y a tout un patrimoine très riche, un patrimoine culturel très riche à découvrir en Algérie. Euh, Bien sûr, vous avez compris que pour promouvoir le patrimoine culturel, pourquoi on va promouvoir ce patrimoine? C'est pour améliorer, c'est pour encourager et c'est pour favoriser la culture. Maintenant, le texte. Vous avez compris que pour écrire un texte qui parle de la culture, on a besoin de quel type de texte? Un texte informatif. Alors pour le texte informatif, pour cet effet, comment je peux écrire un texte informatif? Vous avez vu des supports, des textes, hein, des textes sur les fêtes. Plusieurs fêtes et festivals sont organisés chaque année ici en Algérie afin de promouvoir cette richesse culturelle de l'Algérie. Et ainsi, pourquoi? C'est pour protéger et préserver notre patrimoine culturel, notre culture. Par exemple, en été, il y a l'été de la musique en Algérie. Hein, c'est une rencontre exceptionnelle qui permet aux spectateurs algériens de découvrir la richesse musicale de leur pays. Bien sûr, aussi les touristes peuvent aussi y assister et peuvent découvrir cette richesse. Il y a un autre événement, hein, un événement culturel aussi, c'est le festival du film Amazir, par exemple. Dans ce festival-là, ils projettent des films. Hein, des films sont projetés pour, dans les maisons de culture de Tizi Ouzou. Bien sûr, il y a plus de 17 films projetés pour promouvoir le film Amazir. Donc, le type, on a dit, c'est le type informatif et qui a pour objectif, c'est quoi? De renseigner et de communiquer des connaissances. Hein. Pourquoi on écrit un texte informatif? C'est un texte qui contient des informations, hein, qui a pour objectif, pourquoi? C'est de renseigner, donner des renseignements. Hein. C'est pour communiquer des connaissances sur un sujet. Hein. Sur le tapis, par exemple, sur les bijoux, sur les habits traditionnels, hein, le kalako, par exemple, hein, comme titre exemple. Alors, bien sûr, le sujet est suivi par d'arguments. Bien sûr, ces arguments-là pour renforcer la thèse, bien sûr. Alors, le texte. On a vu un texte sur le tapis. Hein, le tapis, la fête, en fait, de Radeya. Le tapis, comme l'image le montre, sont décorés pardon, de symboles et de motifs, c'est des dessins si vous voulez, qui représentent l'aspect social, l'aspect culturel, l'aspect historique de Gardeya. Ces tapis, c'est comme s'ils nous transmettent ou bien nous informent ou bien nous véhiculent l'histoire de cette région, l'histoire de Gardeya. Alors, quel est l'objectif de tout ça? Et de mettre en valeur les richesses culturelles. Hein. Et quand on publie des textes ainsi et des photos, on va attirer les touristes, on va attirer les visiteurs. La fête du tapis est un événement culturel très important, hein, pour découvrir les richesses de notre patrimoine. Euh, En grammaire, pour enchaîner là, en grammaire, vous avez vu avec votre professeur la cause et la conséquence. Alors, la cause et la conséquence, on a dit, c'est pour expliquer, c'est pour donner une expliquer. Alors, les deux rapports ici
sont inséparables dans la même phrase. Les deux se trouvent dans la même phrase. Si la cause est dans la proposition principale, la conséquence se trouve dans la proposition subordonnée. Sinon, le contraire. Si la subordonnée, il y a la cause, donc la principale contient la conséquence. Donc là, on va parler en détail aussi. Attendez-moi les prochains cours, on va parler de la cause et de la conséquence et on va faire des activités sur ça. Pour la conjugaison, vous avez vu le futur simple et le futur antérieur. Alors, pour exprimer, on peut employer le futur dans des cas bien spécifiques, un ordre, ou bien un conseil, ou bien une politesse. On va voir aussi des exercices sur le futur simple et le futur antérieur. Quand est-ce que j'emploie donc l'action du futur simple par rapport à l'action du futur antérieur. On peut employer les deux dans la même phrase, comme on peut employer juste le futur simple dans une phrase séparée. Bien. À la fin de cette séquence, on aura terminé le projet. Donc, l'élève, à la fin de cette séquence et à la fin de ce projet, il sera capable de, premièrement, mettre en valeur la beauté des paysages algériens. Parler de l'Algérie, de ses paysages. Deuxièmement, il sera capable de présenter des personnages historiques et des lieux célèbres, des lieux archéologiques. Et en dernier, mettre à l'honneur toutes les manifestations culturelles qui sont la fierté de l'Algérie. Bien, et comme ça on aura terminé une révision et un aperçu général sur le projet numéro 1. C'est terminé pour aujourd'hui, le cours numéro 2. On se verra, Inch'Allah, pour le cours numéro 3 pour faire une révision générale du projet numéro 2.